Bon, ben, je vais faire un post-scriptum à cette longue vidéo. Et donc, comme je fais jamais les choses comme il faut, ce post-scriptum, je vais le mettre au début. Euh, Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, à cet attel, j'ai essayé un vélo électrique et cette aventure s'est plutôt mal passée. Chute, urgence, enfin SAMU, tout le bazar. Il s'est révélé que j'avais une double fracture à l'épaule qui se remet bien. Je retrouve suffisamment de mobilité là pour pouvoir taper sur des claviers. Et j'en ai donc profité pour terminer cette vidéo qui est en chantier, donc que j'avais tourné le 29 août et qui était restée comme d'autres vidéos que j'ai en vrac dans mes disques durs, donc qui étaient restées en plan. J'ai ici une lettre circulaire un peu pour tous les fans du potager du paresseux pour m'expliquer un tout petit peu. Alors je ne vais pas vous la lire, ce serait beaucoup trop chiant. Vous vous souvenez sans doute de cette époque bénie, si vous avez des cheveux gris comme moi, où les speakerines à la télé, dans un langage très raide, annonçaient les programmes en lisant un papier. C'était d'un chien. Donc je ne vais pas recommencer ça, mais je voudrais quand même vous dire deux ou trois choses qui sont dans ce texte. Première chose, quand j'ai commencé cette histoire du potager du paresseux, c'était évidemment, c'était pas du tout sérieux. J'y ai pas du tout pensé que ça pouvait prendre de l'ampleur ou quoi que ce soit. J'étais plutôt dans un état d'esprit de jeune retraité, avec une petite crainte de m'ennuyer, de ne pas savoir quoi faire, etc., etc. Et puis finalement, cette affaire du potager du paresseux a pris une ampleur qui évidemment me ravit, non pas parce que ça me permet d'être célèbre ou je ne sais pas quelle connerie, mais me ravit par rapport à l'avancement des idées que sous-tend la réflexion que je mets en avant. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement plaisant. Par contre, ça a pris une telle mesure que je ne suis plus capable d'assumer correctement tout ce que cela implique. Donc tout ce que cela implique, c'est d'un côté les visites du potager. Je sais que vous êtes un certain nombre à avoir souhaité visiter ce potager et je n'ai pas pu donner suite, soit parce que je n'étais pas là, soit parce qu'à un moment donné, je n'en pouvais plus. Les vidéos, même chose, j'adore faire ces vidéos dans lesquelles je peux toucher un très grand nombre de personnes. Certaines vidéos ont été vues 100 000 fois, il y en a tout un grand nombre, enfin au moins une demi-douzaine, qui ont été vues plusieurs dizaines de milliers de fois. Donc c'est évident que cela a un impact et que cela m'intéresse évidemment. Internet me prend beaucoup de temps. Sur les fils sur lesquels j'interviens, j'essaye de répondre aux questions qu'on me pose. Vous avez été un certain nombre aussi à me solliciter via des mails sur des questions précises. Dans ma naïveté, donc j'avais ouvert grand tous les robinets, tous les canaux. J'avais communiqué donc mon adresse email à la fin de chacune des vidéos. J'avais même mis mon adresse physique à la fin de ces vidéos. Donc vous avez été quelques-uns à débarquer à l'improviste, on va dire. Donc c'est extrêmement touchant, mais j'ai une vie à côté du potager du paresseux. Le livre a été aussi donc un canal qui m'a permis de toucher énormément de gens. Au jour d'aujourd'hui, il est tiré à 16 500 exemplaires, ce qui est énorme pour un ouvrage aussi spécialisé, écrit par un parfait inconnu.
Donc je suis ravi, mais débordé. Et donc je voudrais m'excuser auprès de toutes les personnes qui sont en attente, attente de réponse, attente de nouvelles visites, etc. Et donc cet accident de vélo finalement a été l'occasion, comme quoi il y a toujours quelque chose d'intéressant, même dans les pires mésaventures, de poser un tout petit peu ma réflexion et de voir quelles étaient mes priorités. Donc je vais continuer à faire beaucoup de conférences. Hein. Donc hier encore j'étais du côté de Saint-Dizier. Parce que ce contact direct avec des gens qui s'interrogent sur leur façon de jardiner est extrêmement enrichissant, même pour moi, hein, donc à travers des questions auxquelles je n'ai pas nécessairement pensé, est extrêmement enrichissant parce que je sens cette fermentation au niveau des territoires, des petites organisations, des petites associations, sans grands moyens, sans financement, qui se bougent et chaque fois que ça bouge, j'aimerais y être, j'aimerais accompagner quand je le peux. Donc je vais continuer à privilégier cette voie. Je vais continuer à privilégier les vidéos, même si c'est un travail de fou. Là, à côté de moi, il y a l'ordinateur qui tourne. Ça fait 2 jours que je suis 2 jours pleins. Hein, donc, après le petit déjeuner, mon épouse travaillant, où personne ne me dérange. Et du matin au soir, pratiquement jusqu'au repas du soir, donc vers 20 h, je suis en train de cliquer, découper, monter. Donc ça me prend un temps fou, mais je vais continuer parce que c'est là que je peux toucher énormément de monde, avec sans doute quelques priorités. J'ai une visite que j'ai faite au niveau du potager en allemand à monter pour essayer aussi de disséminer cette façon de voir le jardinage outre-Rhin. Bien entendu, vous êtes nombreux, et je ne parle pas de mon éditrice, à attendre un deuxième volume qui répondrait aux questions auxquelles je n'ai pas répondu dans le premier tome. Et donc cet hiver, je vais m'enfermer dans une capsule pour essayer de digérer la masse considérable de documents de toutes sortes que j'ai accumulés, mais qui est un foutoir, un fatras total, un bordel inimaginable sur des disques durs où j'ai sauvegardé des morceaux, des captures d'écran, etc. Et donc j'ai un travail absolument considérable de mise en ordre de ce désordre. Voilà. Donc, mes excuses. Je suis sincèrement navré d'avoir suscité des attentes que, par trop d'optimisme, hein, trop de naïveté aussi, susciter des attentes que maintenant je n'arrive pas ou difficilement à satisfaire. Je prie ceux qui sont déçus de croire que je ne le fais pas, de me croire, hein. Je ne le fais pas exprès, je fais ce que je peux, mais convenons-en, oh la vache, j'ai fourché là, convenons-en, ce serait quand même un comble que d'inventer un potager du paresseux pour n'avoir pas à faire grand-chose, et que le travail que suscite la communication autour de ce potager devienne une corvée. Et d'ailleurs, je pense que quand ça deviendra une corvée, je finirai comme d'autres par devenir très mauvais. Et quand on devient très mauvais, il vaut mieux s'arrêter. Donc il vaut mieux pour vous aussi que ça reste un plaisir. Voilà, donc je voulais mettre cela en début de cette vidéo. Alors tous ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, ils ont déjà cliqué depuis longtemps, et tant mieux, je vous préviens, la vidéo qui suit
est extrêmement longue parce que j'avais beaucoup de choses à dire et cette année de sécheresse m'a de nouveau ouvert des yeux vers d'autres choses, vers d'autres imperfections, vers d'autres façons d'améliorer encore ma façon de jardiner. Et ceux qui veulent une réponse en 3 minutes sur le vivant, eh ben, qu'ils aillent voir les gourous, qu'ils aillent voir les prophètes, qu'ils aillent voir des génies. Je n'en suis pas. Je suis juste un mec qui raconte ce qu'il fait, qui essaye de comprendre, qui réfléchit avec vous. Point barre. Donc maintenant, j'espère définitivement qu'ils ont quitté la scène et qu'ils ne vont pas me mettre un commentaire à la con. Je m'en fous de leur commentaire à la con, c'est trop long. Je m'en fous royalement, puisque je ne m'adresse pas à eux. Voilà. Et tous les autres, donc, je vous invite à voir la vidéo qui, elle n'est pas finie, elle dépasse déjà 1 heure. Donc, faites pendant que Madame regarde le match de foot, hein, installez-vous, peut-être une petite bière ou une eau gazeuse, ça marche aussi avec une eau gazeuse, hein, des chips ou alors prenez peut-être des carottes ou des légumes à grignoter, installez-vous confortablement et regardez ce qui suit. On passe direct à l'intro, ça va être brutal, hein, puisque donc là j'ai tourné en intérieur, il fait 4 degrés dehors. Hein. La pluie est enfin arrivée, mais enfin 5 mm. Donc de quoi mouiller le foin. Et c'est la première pluie depuis mi-septembre. C'est vous dire que l'année est extrêmement bizarre. Voilà, allez, je vous laisse. Ciao. Chers amis du PP, ou du PP, c'est comme vous voulez. 29 août 2018, et il fait encore chaud, 10h30 du matin. J'ai tardé à faire des vidéos cette année. J'ai été extrêmement débordé par tout un ensemble d'activités. Et puis, je ne vous cache pas que j'ai pris une douzaine de jours en Écosse, où j'étais parti chercher la fraîcheur, et puis aussi chercher la pluie. Mais il faut admettre sans doute que je suis un mauvais dragueur. Je n'ai pas réussi à la convaincre de venir jusqu'ici. Ceci dit, c'est en train de se couvrir, donc peut-être quand même que ça finira par arriver aujourd'hui. Année très difficile, sécheresse donc, puisqu'après les pluies de mai, continue presque tous les jours. On est passé brutalement dans un régime, en tout cas ici où je me trouve, de sécheresse, hein, puisque, alors je vous mettrai les chiffres, je crois qu'il y a eu 40 ou 50 mm de pluie en tout, mais en 4 ou 5 épisodes qui dépassaient guère 8 à 10 mm chaque fois. Autant dire que ça mouillait le foin sans réellement mouiller le sol. Et donc cela a beaucoup contrarié le potager, puisque malgré ma capacité de stockage de 8 mètres cubes, cette quantité d'eau était absolument ridicule par rapport à ce qu'auraient été les besoins du potager, dont je rappelle qu'il fait 900 mètres carrés tout compris, fruits rouges, etc. À peu près 500 mètres carrés utiles cultivés en légumes. Il m'aurait sans doute fallu 50 ou 80 mètres cubes d'eau pour faire face aux besoins. Donc cela a eu des conséquences, hein. J'ai privilégié l'arrosage de certaines parties, ce qui est sous tunnel, certains semis tardifs que j'ai fait durant l'été, et puis des parties entières du potager, ce que vous voyez derrière moi par exemple, n'a pas été arrosée. Et là-dedans, il est très intéressant d'observer que certaines plantes réagissent bien et d'autres bien moins bien.
un jour, dans un rapport très officiel, j'ai écrit qu'il vaut parfois mieux connaître un échec en sachant pourquoi que de réussir quelque chose sans savoir pourquoi. Et donc, même cette année difficile m'a permis de progresser dans la compréhension du système, des mécanismes, et me permettra peut-être d'ajuster l'une ou l'autre chose. Le potager du paresseux est un potager vivant, non seulement parce qu'il s'appuie sur les mécanismes du vivant dans le sol, mais aussi parce que dans ma tête, ça bouge tout le temps. Il y a des choses que je vois, je me dis tiens, là tu as fait une belle connerie, il faudrait peut-être faire comme ça l'année prochaine. L'année prochaine, il va neiger le 14 juillet, donc de toute façon, j'aurai tort aussi. Mais bon, ça maintient en éveil et ça évite de sombrer dans des dogmatismes stupides, dans des religiosités inutiles. Voilà. Donc, je vais vous proposer un petit tour. Comme d'habitude, je vais essayer de faire court. Attendez-vous quand même à en avoir pour 50 minutes. Je vais insérer d'emblée dans cette introduction quelques coups de projecteur qui vous montreront à quel point la nature a souffert. Il y a du côté de la forêt là-bas un arbre qui a déjà perdu ses feuilles. Donc on est en lisière de forêt ici et cela n'a pas été suffisant pour permettre le maintien de cet arbre. Ici également dans le paysage, vous verrez des arbres qui changent de couleur, indice du fait qu'ils ont commencé non pas l'automne à cause du froid, mais ils ont commencé des mécanismes d'automne à cause de la sécheresse, incapables de fournir la quantité d'eau que réclameraient des feuilles. Voilà. Donc on va observer, je ne sais pas si c'est dans l'image, mais devant moi, chose intéressante, et je mettrai un gros plan qui vous montrera ça. Le plantain fait partie des plantes qui résistent assez bien à la sécheresse, et quand on sait qu'il fait partie des plantes les plus mycorhizées, on se rend compte que sans doute, il y a là un élément clé dans la compréhension du vivant. Chose intéressante, c'est que les fleurs de ce plantain, qui ont l'air comme ça ridicules, pas très belles, pas spectaculaires, si on passe un peu vite, on ne les voit même pas, quoi, hein. Et bien là, depuis que je parle, elles sont assiégées par les abeilles, qui y trouvent sans doute ce qu'elles cherchent. Donc le plantain en cette période-là est quelque chose qui permet aux abeilles, qui ne trouvent pas grand-chose dans l'environnement, qui leur permet donc de se nourrir. Bon, allez Didier, vous dites-vous sans doute ne traîne pas. Framboisier du haut, 2 arrosages importants, hein, donc j'ai laissé couler le tuyau 2 fois dans la saison parce que donc ces framboisiers remontants ont besoin d'eau, sinon leurs fleurs avortent. Cela a porté ses fruits parce que comme vous pouvez le voir ici par exemple, il faut que je fasse la cueillette aujourd'hui, mais il y a des magnifiques framboises toutes prêtes, hein. Donc là il y a de quoi faire je pense, à vue d'œil, un petit seau de framboises et donc de se régaler de fruits rouges. Paillé avec du foin, puisque donc l'hiver dernier, je n'avais pas fait assez de BRF pour traiter ça selon ce que je n'avais pas fait par ailleurs, le coup du cordonnier qui a les moins belles chaussures. Juste 2 mots de plus sur ces plantains. Donc il s'agit du plantain lancéolé qui se trouve ici. Le point d'arrosage le plus près a été ici.
Vous voyez bien un goutte à goutte, mais je n'ai pas utilisé ce système de goutte à goutte. J'ai posé le tuyau à différents endroits, en général à peu près tous les mètres, et je laissais couler pendant 5-10 minutes. Donc l'arrosage a été ici, et vous voyez que le système des mycorhizes et bien sûr de la capillarité de l'eau dans le sol. La capillarité, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est le morceau de sucre que l'on trempe et le café remonte dans le morceau de sucre. Donc ces deux mécanismes qui, à mon avis, se complètent ou s'amplifient l'un l'autre, ont permis à cette eau apportée ici de bénéficier de toute évidence à ce plantain qui se trouve là et de toute évidence à cet artichaut qui malgré tout n'est pas très spectaculaire. C'était une plante martyre. Station suivante avec différentes choses. Des brocolis que j'ai récoltés une première fois, ils étaient très en avance suite aux pluies du mois de mai et donc assez bien développés. J'ai coupé, il y a quelques petites repousses, mais visiblement ils souffrent du manque d'eau. Les choux rouges n'étaient pas plus grands que ça. Ce qui finalement n'est pas si mal compte tenu des circonstances, d'autres sont plus petits. Céleri pour l'instant encore assez petit, hein, donc quand je dis assez petit, c'est plus petit que mon poing ici. Là-bas devant, il y en a quand même qui sont un peu plus grands, c'était les premiers que j'avais plantés à partir de plants achetés. Ceux-là, ce sont mes plants à moi. Donc là, plus petit, mais je ne m'inquiète pas parce que le céleri, dans sa partie aérienne, est relativement résistant aux premières gelées blanches. Et donc, ils vont continuer leur croissance. La pluie semble vraiment arriver, ça change de quart d'heure en quart d'heure. Et donc, je n'ai aucun doute qu'avec l'arrivée de la pluie, sur un sol chaud, la nitrification va s'installer et donc ils vont littéralement exploser. Une partie des choux aussi d'ailleurs, hein, puisque les choux aiment bien ces sols riches, ne mycorhizent pas contrairement à d'autres plantes et par conséquent ne peuvent compter que sur eux-mêmes et ce que les organismes leur injectent comme nitrate dans le sol. Donc pas d'inquiétude pour ces choux-là. Les brocolis, ce sera un raté cette année parce que les conditions n'y étaient pas. Eux, c'est des plantes un peu plus thermophiles, hein, qui ont besoin de température correcte. Ici au milieu, des oignons que j'ai repiqués. Hein, donc ceux-là, ce ne sont pas des petits bulbes que j'ai mis en terre, mais une rangée qui s'en sortent pas si mal. Hein. Là, ils sont à peu près mûrs. Vous voyez qu'ils se couchent. Et vous voyez ce que ça donne. Ce n'est pas spectaculaire, mais ce n'est pas ridicule non plus. Des petits oignons violets que j'aime bien, qui de toute façon ne deviennent pas aussi gros que les autres. Hein, donc voilà, je les récolte là devant vous, live comme on dit, lorsqu'on fait du spectacle. La vigne cette année a très bien produit. Donc maintenant, malheureusement, des pourritures sont en train de s'installer et le mildiou commence à faire des dégâts. J'avais prévu, le matos traîne ici, hein, pour, si vous le voyez dans la caméra, des vrilles, des lattes, des piquets, etc., de faire un tunnel au-dessus pour faire exactement le même traitement que pour les tomates, persuadé que si je couvre cette vigne, je pourrais obtenir une production tout à fait intéressante sans mildiou. Ou sans maladie liée à des champignons. Voilà. Ce n'est pas fait cette année, ce sera peut-être fait l'année prochaine, et si ce n'est pas fait l'année prochaine, ce sera fait une autre année, à moins que je ne meure avant. Bon, la serre, de son côté, je ne détaille pas. Elle nous a permis de produire des tomates en quantité suffisante pour faire un plat familial dès début juin. 2 des 3 pieds
ont été attaqués par en dessous par mes ratopiers et sont desséchés, de même qu'un magnifique pied de concombre qui se trouvait ici sur le devant. Production de haricots, production de carottes, etc. Il reste un pied de tomate qui continue de produire. Je le zoomerai. Sur la droite ici du basilic qui a été déjà récolté une fois, je le zoomerai. Des productions de graines et là-bas des melons qui se portent encore très bien parce que ceux-là, ils ont de la chance. La pluie, toute la partie de pluie sur cette moitié haute de la serre coule évidemment le long de ce plastique et puis s'infiltre dans la terre. Et donc les 40 mm ou 50 mm dont j'ai parlé pour toute la saison, évidemment, c'est concentré pour cette partie ici sur une mince bande qu'exploitent de toute évidence ces melons. Parmi ces melons, le petit gris de Rennes, une vraie merveille. Un arôme, je ne vous dis pas quoi, assez éclaté, sans retenue, et donc c'est ce qu'on a fait. Des fois c'était chacun son melon, voire chacun ses 2 melons, histoire de ne pas être frustré quand viendra l'hiver. Alors pour pas que vous croyiez que j'ai un sol absolument exceptionnel, etc., ici, le long de cette ciboulette, vous voyez cette belle fissure qui s'est formée. Alors la couverture ici de foin était extrêmement légère, mais de toute façon, elle se serait produite sous le foin. Et vous pouvez constater que toute cette affaire-là, c'est du béton. Alors évidemment, la ciboulette n'est pas magnifique, mais enfin, elle résiste, quoi, hein. Donc on peut s'en servir un peu. Et puis, dès qu'il va pleuvoir, elle va littéralement exploser. Alors, je recouvre avec le peu de foin que j'ai ici. C'est vraiment pas sérieux de vous montrer ça, mais c'est la réalité. Ici, plein de choses à voir, on va passer rapidement. Des choux de Milan qui ont malheureusement éclaté, mais qui étaient comme ça. Là aussi, ils ont profité des quelques pluies qu'il y a eu et qui ont été rabattus vers la lisière de la serre. Derrière moi, du persil qui est monté en graines que je vais devoir récolter. Au niveau des fraises, il y a eu quelques toutes petites récoltes de fraises, puisque là, c'est pas arrosé du tout. L'origan devant moi est parti en fleurs, mais je ne vois plus à cette saison les papillons, les fameux lichenidés que je crains tant. Du thym qui est magnifique là-bas devant, enfin magnifique, qui est honorable ou correct là-dedans. Tiens, un frelon qui passe, un frelon européen. J'en profite pour vous dire que ces bestiaux-là sont extrêmement utiles en jardin. Ne pas paniquer quand il s'agit du frelon européen. Vous ne bougez pas. S'il s'approche plus, vous fermez votre bouche, c'est tout. C'est un carnivore extrêmement utile, mangeur de chenilles, mangeur de différents petits animaux dont certains peuvent être des nuisibles. Donc là, il cherche quelque chose, sans doute un endroit pour faire un nid, puisqu'il niche sous terre. J'ai oublié de vous dire, mais j'avais jusqu'à 4 nids de guêpes dans ma serre. Même chose, les guêpes sont connues comme frugivores, elles sont extrêmement enquiquinantes. Si vous recevez des amis sur une terrasse et que vous sortez le jambon, elles sont dessus. Vous sortez une bière, elles sont dedans. Vous servez une glace aux gamins et ils risquent d'en avaler. Donc elles sont assez emmerdantes, soyons clairs, lorsque il s'agit... Ah, il revient le frelon. Lorsqu'il s'agit de votre espace, mais à l'inverse, dans le jardin, dans une serre, c'est une bénédiction. Il leur faut juste une chose,
des points d'eau. Là, ce sont des petits soucoupes, des petites soucoupes que j'ai mises là-bas. Je vous incrusterai ça et où elles venaient chercher l'eau quand il faisait très chaud pour ventiler, maintenir au frais leurs nids qui sont dans la serre et que je vous incrusterai aussi. Donc, apprenez à maîtriser vos émotions face à ces insectes qui, loin d'être nuisibles, sont extrêmement utiles dans un potager. Même sur la terrasse, il ne faut pas paniquer. Le gros risque, là je vois par exemple une guêpe, évidemment, c'est que je marche pieds nus ou que je travaille en short et que je m'agenouille dessus. Là, évidemment, agressée à mort, on va dire, elle va se défendre en me piquant. Tout le monde, heureusement, n'est pas allergique non plus. C'est surtout dramatique si vous êtes allergique. Malheureusement, le cas de mon épouse, qui donc garde un peu plus de distance par rapport à ces bestiaux. Bon, planche suivante, plein de choses intéressantes ici. Donc là, vous voyez qu'il y a des gouttes à gouttes qui sont en place. J'ai tenté plusieurs semis cet été sur le bas, des carottes qui n'ont pas donné grand-chose. Là, il y a une ligne de carottes encore plus tardive qui, elle, marche à merveille. Quelques choux de Bruxelles, si je ne m'abuse, qui sont encore très très petits et dont je ne suis pas sûr qu'ils vont donner grand-chose. Ici, il y a eu un premier semis de différentes laitues, le Lorossa, je crois, qui n'ont pas donné grand-chose. Récemment, un semis, alors il y a de la Batavia, il y a là-bas de la Reine des Glaces, je ne sais plus, de la sucrine derrière, faite plus récemment, qui marche bien. Et puis, quelques pieds de framboises qui ont été... de framboises. Hop, 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 où est-ce que j'ai la tête? De fraises qui ont été installées ici. Donc j'essaye des nouvelles variétés de fraisiers remontants pour essayer un tout petit peu de diversifier la production. Donc chaque fois que je tombe sur une nouvelle variété, j'en installe quelques-uns. Et ici donc, les fameuses carottes préparées en plaques de semis repiquées ici. Et donc vous êtes sans doute, comme je l'ai été il y a quelques semaines quand j'ai arraché les premières, curieux de ce que ça donne cette histoire. Je vous avais expliqué que dans ces petits pots, alors qu'il n'y avait quasiment pas de feuilles, j'avais trouvé un petit tortillon de racines que j'avais dû casser au moment de repiquer. Et donc on pouvait craindre le pire. Donc examinons le pire et prenons une carotte au hasard, celle-là qui est devant moi là. Voilà. Et voilà le pire. Donc effectivement, la racine principale, je filmerai en gros plan, cassée, des racines accessoires qui se sont développées et donc ça donne cette espèce de carotte bachibouzouk qui ne ressemble à rien. Commercialement, aucune valeur, aucune, invendable, parce que le consommateur, soyons clairs, le consommateur est con, parce que cette carotte-là, cultivée dans un sol qui n'a jamais été traité, qui n'a jamais reçu d'engrais, etc., pensez-vous que je vais l'éplucher? Pas du tout. Je vais lui passer un coup de brosse et puis que je fasse un plat de carottes, que je fasse une soupe avec des morceaux de carottes dedans, voire que je fasse des carottes râpées, tout ça, ce sera de la très très bonne carotte une fois que j'ai enlevé les petites racines ici sur le bord. Donc je ne dis pas que c'est génial, je dis que ce système-là me permet de résoudre de façon imparfaite, de façon bachibouzouk, la difficulté persistante
que je rencontre avec les semis de carottes. Alors je ne comprends toujours pas exactement qu'est-ce qui se passe avec les carottes. Je réfléchis, je fais des essais, on en verra d'autres tout à l'heure. Si je trouve une solution concluante, bien évidemment, je vous le dirai. Pour l'instant, je n'ai pas de solution miracle pour ce qui concerne les carottes. J'ai eu une très belle récolte sur semis direct dans le foin, dans la serre, donc très tôt. J'ai raté ensuite 2 ou 3 semis en sillon, donc on va dire à ma façon habituelle. Ce semis en sillon tardif a lui réussi, et j'ai réussi des semis à des endroits où j'ai enlevé le foin et où j'ai semé à la volée. Ceux-là ont marché du tonnerre de Dieu. Donc la carotte, dans ce système-là, reste une difficulté, et je n'ai pour ma part que des solutions incomplètes ou pas totalement satisfaisantes. Bien évidemment, ce que je raconte là, pour un producteur commercial qui veut faire les marchés, c'est rédhibitoire, parce que si on lui met ça, je crois qu'on lui mettra un petit bonnet d'âne comme ça, et on en profitera pour ricaner. Bon, pour un petit truc, je ne sais pas, une fête des enfants ou quelque chose comme ça, fête de l'école avec les enfants, je pense qu'un instit un peu créatif pourrait imaginer des tas de choses, des pieuvres ou je ne sais pas quoi. Ah, il faut se creuser un peu, on trouverait des trucs sûrement avec ces carottes bachibouzouk. Voilà un peu de ce côté-là. Là-bas au fond, des haricots semés aussi donc, le long de ces lignes de goutte à goutte, et qui, eux, vont donc très prochainement entrer en production. Donc cette année, j'ai beaucoup mieux réussi que l'an dernier, des semis fractionnés de haricots verts, de façon à avoir une production quasiment continue à partir de celles qui étaient dans la serre, qui étaient les premières récoltes, je pense en courant juin. Et là, les dernières, oui, ce sont celles-là, vont aller sans doute, ça dépend maintenant des gelées, jusqu'en septembre, quelque part en septembre ici, dans nos latitudes, elles vont se prendre un coup de gelée blanche, et le haricot étant un exotique frileux, pas du tout habitué à nos systèmes, ça va le ratatiner définitivement, et ce sera fini donc de la production de haricots verts. Alors, blanche suivante, je saute les cassissiers, hein, la récolte est faite, les sirops, les liqueurs, les confitures, tout ça sont rangés. On arrive ici aux courgettes et potirons. Et là, cette année, j'ai des attaques extrêmement sévères d'oïdium. Paradoxalement, le temps était sec, mais on avait des amplitudes thermiques assez élevées, c'est-à-dire que la journée, souvent, le temps était un peu lourd, de l'humidité de l'air, hein, ce qui a donné des pluies, notamment sur les Alpes, le Jura, des régions plus méridionales. Et chez nous, tout ce que cela a fait, ce sont des condensations. Donc j'avais presque tout l'été, le matin, et quand je dis le matin, ça pouvait être encore à 9 h ou 10 h, de la rosée sur l'herbe ou sur les plantes. Conséquence, certains légumes particulièrement sensibles ont très vite été attaqués par de l'oïdium. Bon, comme dit, j'étais très occupé, pas toujours disponible, un peu trop paresseux sans aucun doute, donc je n'ai fait aucun traitement, aucune décoction, rien du tout. Et du coup, le mildiou s'est emparé de cette affaire
Il faut dire qu'on en avait un peu marre aussi des courgettes, parce que des courgettes, des cajots, hein, quand je dis des courgettes, c'est des cajots de courgettes à fourguer aux enfants, à des amis, etc. Ça commençait à nous saouler un peu. Et donc, je n'ai pas fait d'efforts surhumains pour essayer de tirer cette production en longueur. Après, je suis parti en Écosse, comme je vous l'ai dit, et donc de toute façon, ce serait resté un peu en plan. Ça aurait pu être une année très très intéressante pour essayer l'efficacité d'un certain nombre de décoctions, de purins, du bicarbonate de potassium, hein, que je préfère au bicarbonate de sodium, de poudre de roche, etc. Donc cette année, on aura pu faire des recherches tout à fait intéressantes. Je n'ai pas pris le temps de le faire. La fin des cucurbitacées est proche. De l'autre côté, melon et concombre, la fin est déjà là. Ils sont cramés, en partie desséchés, en partie aussi attaqués par en dessous par des rats taupiers. Donc voilà, petite remarque, j'ai marché les yeux ouverts et je me suis rendu compte que plein de plantes naturelles, on va dire, hein, sauvages, etc., sont également atteints de mildiou, d'oïdium, pardon, et certaines même très tôt, voire avant mes cucurbitacées. J'ai en souvenir un petit plant de chêne qui est là-bas dans la haie sauvage et sur lequel j'ai vu l'oïdium avant même d'en voir sur mes légumes. Là, près de la forêt, là-haut, la plupart des plants de trèfle, des laiterons, que sais-je encore, je vous incrusterai les images, sont eux aussi couverts de mildiou. Donc des fois que vous pensiez que cette apparition de mildiou est liée au fait que il n'y a pas d'équilibre dans le potager. C'est bien plus compliqué. Le mildiou fait partie du système vivant, l'oïdium fait partie du système vivant, donc plein de parasites font partie du vivant et vont s'installer dès que les conditions leur sont favorables. Ce n'est pas juste une question de déséquilibre, la preuve étant qu'on peut trouver oïdium, mildiou, etc. dans la nature. Voilà, donc là c'est la fin. Quelques aubergines, pas spectaculaires cette année. J'oublie de le dire, donc là on est dans une partie qui n'a pas du tout été arrosée, pas plus ici à ma droite, à votre gauche donc, que ici sur votre gauche, non, votre droite, ma gauche. Alors, il ne faut pas être, enfin je ne sais pas quoi, dyslexique, là il faut pouvoir devant une caméra se mettre dans la situation de la caméra. Il faut que je m'exerce un peu. Donc voilà, pas d'arrosage du tout dans cette zone et ces légumes jusqu'il y a 8 jours étaient assez resplendissants. Là, effectivement, c'est plus d'un côté l'oïdium qui les assomme, de l'autre côté, sans doute, l'activité souterraine des rats-taupiers. Alors ici donc, ces concombres qui sont en train de se dessécher, melon et au fond encore un concombre. Alors je vais regarder en live devant vous, parce que je n'ai pas encore sondé, si ce sont les rats-taupiers. Non. Donc le pied est bien installé. Donc ce n'est pas le dégât des rats-taupiers, c'est donc l'oïdium qui m'a desséché totalement, radicalement ces feuilles. On a eu une production de concombres absolument exceptionnelle. Cette année, en toute masse. Vous voyez ce qui reste encore sur des pieds qui sont malades, enfin qui sont plus que malades puisqu'ils sont morts maintenant. Il y a encore tout plein de concombres, donc vous imaginez ce que ça a été en pleine production. Voilà. Donc on va encore en manger
Et puis je crois qu'on sera bien gavé, bien gavé, pour ne pas dire presque dégoûté de concombres. Oui, très franchement, il y en a qui ont fini en paillage parce qu'à un moment donné, les concombres, on n'allait quand même pas non plus se faire des masques matin, midi et soir avec des concombres juste pour les utiliser. On se gave plus facilement et on est moins rapidement écœuré. Ici, une sorte de poivron un peu cornu qui marche moyennement. Hein. Donc, le pied est pas mal, mais la productivité n'est pas exceptionnelle quand même. Et j'en vois même un ici qui est attaqué. Ah, il y avait un perce-oreille qui profitait de la cassure qui s'était produite. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore donc les melons petits gris là, dont je vous ai parlé, absolument délicieux. Il en reste 3, même si le pied est en train de crever. Des concombres, des concombres, des concombres, des concombres, ras-le-bol des concombres, des concombres. Voilà. Ah ben, et puis encore un concombre. Voilà. Et puis ici, donc, des petits artichauts. Pas exceptionnels, mais normalement, ils étaient là pour nourrir les râteaux-pieds. Petit détail donc sur ce plant d'aubergines, pas spectaculaire du tout, même s'il y a des petites aubergines qui ne sont pas totalement ridicules. Ici, il y a un pied que vous ne voyez même pas, qui lui est beaucoup plus ridicule. Artichaut. Alors j'ai mis les pieds d'artichaut comme plante martyre. Ils étaient censés m'attirer les râteaux-pieds parce que 2 années de suite, j'ai planté 3 plants d'artichaut achetés dans le commerce et les râteaux-pieds se sont jetés dessus. Donc je me suis dit, puisque vous aimez les artichauts, je vais vous en cultiver. J'ai trouvé, c'est pas facile à trouver, mais j'ai trouvé des graines d'artichaut et donc j'ai fait 25-30 plants qui sont un peu partout. Et en fait, cette année, ils n'aiment pas les artichauts. Ils ont changé de goût, changé d'avis. Et donc, on a là-bas derrière une petite production d'artichauts qui est en train de s'installer. Bon, ici, c'est un pied de potimarron. Très exactement, c'est un potimarron que j'ai balancé ici au mois de juin quand j'ai nettoyé ma cave, un de ceux qu'on n'avait pas consommé finalement. Très vite, les graines ont poussé. J'ai choisi de garder un de ces pieds qui s'est développé ici et qui ne cesse depuis d'envahir l'espace. Alors il y a un potiron, hein, je ne sais pas si j'ai dit potimarron, un potiron ici, il y en a un ici et il y en a un là-bas. Et puis il y a encore quelques fleurs dont je ne sais pas si cela va finalement produire. Mais en gros, 3 beaux potirons en perspective. Je pense que ce sera déjà pas mal. On va les laisser grandir un peu. Je vais essayer de ne pas les casser. Je vous les filmerai en gros plan. Par ailleurs ici, donc pas arrosé. Hein. Là, on est toujours dans la zone sans aucun arrosage. On peut voir ici des poivrons que j'ai plantés très tard, pas arrosés, qui évidemment, non, c'est pas évident, qui eux n'ont rien donné, hein, puisque le potiron pas arrosé donne, on va dire, moyennement. Les poivrons, eux, sont restés chétifs, sans doute, n'ont-ils pas réussi à établir les liaisons avec les champignons mycorhiziens et donc à se procurer de l'eau et des éléments minéraux. Des asperges là qui rechargent les griffes souterraines et quelques pieds de tomates ici, ce sont mes témoins pour vérifier que le système de tunnel sur lequel je vais venir dans un instant
et efficace. Donc je vous rappelle que les années de sécheresse, sans doute que le mildiou n'est pas un problème et sans doute qu'on peut produire beaucoup de tomates sans rien faire. Et donc ceux qui font un certain nombre de choses, un certain nombre de traitements, de purins, etc., le font en gros pour rien. D'autres années, je pense que chez moi, cela n'est pas suffisant et le tunnel s'impose. Donc ça, ce sont mes témoins afin de pouvoir affirmer que le tunnel est bien un remède contre l'installation du mildiou sur les tomates. Pour l'instant, ceux-là, ces pieds-là, se portent relativement bien. Il y en a un là qui commence à m'inquiéter un tout petit peu, même deux, qui commencent à avoir des feuilles qui montrent des signes de maladie et donc qui sembleraient montrer que le tunnel a son efficacité. Alors là, on va vers le bas, framboisier du bas, donc après les potirons que nous venons de voir. Encore une parcelle qui n'a pas été irriguée. Et ici, pour celui qui marche les yeux ouverts et l'esprit ouvert, il y a une chose extrêmement importante à voir et qui m'a sauté aux yeux. Vous avez ici une rangée de céleri de ma production, repiquée, plus ou moins chétif, donc pour l'instant, pas plus grand que ça, avec l'espoir, comme je le disais en haut, qu'avec le retour des pluies, toute cette affaire-là s'arrange. Vous avez là-bas des haricots qui étaient des haricots repiqués, donc sur une moitié de cette rangée, repiqués, préparés en petits godets et plantés ici. C'est là qu'on a eu la jonction avec la production qui avait été faite dans la serre. Premier haricot extérieur, on va dire, de plein champ. Peu de temps après avoir repiqué les godets là-bas, j'ai semé le reste de la rangée et cette partie-là est actuellement en production. Ici, la rangée d'asperges plus ou moins bien épargnée par les ratopiers. Alors la chose intéressante ici, c'est que nous nous trouvons à côté de ce prunelier. Alors ce prunelier, c'est l'ancienne, il y avait ici une clôture qui était partie en friche et que nous avons nettoyée. Je l'ai gardée parce qu'elle marque l'exacte limite entre notre propriété et celle de mon voisin, puisque c'était en plein milieu de la clôture. Et là, qu'est-ce que je constate? Je constate une chose très très intéressante. Je vais filmer ça en gros plan pour vous l'insérer au fur et à mesure où je donne les explications. À partir d'ici, donc, à partir d'ici, vous voyez derrière moi que les framboisiers sont beaucoup plus petits. Ils ne m'arrivent même pas au micro, ici au niveau du ventre. Les plus gros ici frisent le micro, alors qu'ailleurs, les framboisiers atteignent ma taille et voire me dépassent. J'ai oublié de dire, ces framboisiers du bas, par manque d'eau, n'ont pas non plus été arrosés et donc les framboises sont bien plus petites que celles que j'ai pu vous montrer en haut. Elles sont bonnes. Les haricots, exactement ici. Ceux-là sont bien développés et tout à coup ils deviennent rikiki. Les céleris, bon là il y en a un qui a été bouffé par des ratopiers. Là ils sont plus ou moins développés, même si là-bas aussi il y a un manquant. Et tout à coup ils sont rikiki. Le pied d'artichaut là devant moi, là-bas ils sont développés, ici il est rikiki. Vous avez ici des repousses de ce prunelier.
la repousse la plus lointaine, la plus éloignée du prunellier est ici à mes pieds. Ça, c'est le drageonnage des framboisiers, mais ça, c'est du prunellier ici, hein, qui lui aussi envoie des racines superficiellement pour ensuite envahir tout l'espace. Donc ceci interroge au niveau de ce qu'on appelle l'agroforesterie ou les jardins-forêts. Il y a dans cette situation, et je vais préciser dans un instant, ne fuyez pas, si vous êtes des fanatiques de la forêt-jardin ou de l'agroforesterie, je donnerai quelques précisions par la suite. Il y a ici d'évidence une compétition entre ce prunellier et les légumes, quels qu'ils soient, haricots, céleri, et sans doute, mais ça ne se voit pas parce que les asperges sont de toute façon niaquées par en dessous par mes râteaux-pieds, mais sans doute aussi les asperges et en tout cas les framboisiers qui sont derrière moi. Alors compétition qui se fait ici au détriment de mes légumes. Compétition probablement un peu par rapport à la lumière. Et je le soupçonne, donc je m'autorise à penser, ce n'est pas une vérité scientifique puisque je n'ai pas les moyens de vérifier cela, fort probablement une compétition souterraine par champignons mycorhiziens interposés entre ces prunelliers et mes légumes. En gros, le système prunellier et ses alliés, ces champignons mycorhiziens à lui, sont plus forts que mes légumes et leurs champignons mycorhiziens. Donc, il ne faut pas s'engouffrer de façon naïve dans l'agroforesterie. Bien entendu, la biodiversité est supérieure. J'ai, si je mets tout ça ensemble, plus de biomasse parce que, regardez ce prunellier, il a produit des kilos et des kilos et des kilos de feuilles, de branches, etc. Si c'était un fruitier, sans doute que j'aurais là-dessus un certain nombre de fruits, de poires, de prunes ou que sais-je, qui me seraient utiles, en tout cas les bonnes années. Sans doute donc que la productivité est globalement supérieure, encore faut-il savoir si tout cela m'est utile à court terme, à long terme. Si je pense très très long terme, j'aurai ici sans doute du bois pour me chauffer, j'aurai ici sans doute du bois pour faire du BRF qui va me produire des légumes par la suite. Sans doute aussi, la biodiversité en termes d'insectes, d'organismes vivants que je peux compter, sera ici bien supérieure à une simple planche de légumes. Parce que, par exemple, le faucon cresserelle qui va s'installer là-haut sur un petit perchoir que je lui ai fait, ne viendra jamais s'installer sur cette asperge. Donc, si je compte en nombre d'espèces, il est évident que la biodiversité est supérieure et qu'on ne peut pas négliger cela. Néanmoins, il reste que je fais mon jardin essentiellement pour moi. J'adore les céleris et si je fais mes céleris donc en agroforesterie dans ce système-là, vous voyez que on va mesurer, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, sur 3 mètres, j'aurai une productivité très faible. Pour être complet, sans être trop long, et ne pas me faire voler dans les plumes en pensant que je suis contre rien. Je veux juste qu'on soit clair. Cet état de fait est probablement lié, je ne sais pas dans quelle mesure, mais est probablement lié au fait que le prunellier était là avant que j'installe mes légumes,
donc cette partie de sol là autour de lui était déjà mycorhizée par ses champignons mycorhiziens à lui, et donc que les miens ont eu beaucoup de mal à s'installer. Peut-être que s'il y avait d'abord eu des légumes, le prunellier qui s'installe, bien que je le soupçonne quand même d'être un peu une peste, mais vous n'êtes pas non plus obligé d'installer des prunelliers dans votre système agroforestier. Mais donc, sans doute qu'il aurait été amené à, par concurrence donc, souterraine à descendre ses racines un peu plus loin. Il garde quand même sa sale habitude de faire des gros bosquets, et cette sale habitude de faire des gros bosquets, il l'attire essentiellement de sa capacité à drageonner. Voilà, donc ça extrémise quelque chose qu'on a probablement dans des mesures beaucoup plus faibles. Si je vais de l'autre côté avec le frêne, vous n'observez pas quelque chose d'aussi radical, voire vous n'observez rien de tout ça, tout simplement parce que le soleil est côté sud ici, tout simplement parce que ces frênes pivotent davantage et n'ont pas du tout cette manie de drageonner. Les framboisiers du bas, on vient de les évoquer, hein, donc beaucoup de fleurs avortées, parce que donc pas d'arrosage, la majorité même des fleurs sont avortées et donc ne vont pas produire du tout. Quelques petites framboises, délicieuses mais petites. Donc en complément de ce que je viens de dire, hein, ici donc un Reine Claude, donc qui est un prunus hein, de la même famille, mais qui est utile. Mais le phénomène est exactement le même. Regardez les framboisiers ici sur ma gauche et les framboisiers ici sur ma droite. Alors ici en bas, donc de l'autre côté des framboisiers, différentes choses. D'un côté, là, quelques petites pommes de terre. Elles ne sont évidemment pas du tout spectaculaires en termes de consommation, mais c'est une variété que je veux garder. Et il faut savoir que ces pommes de terre sont issues de germes qui s'étaient formés sur un pied et que j'avais repiqués dans une terrine, puis replantés ici. Certains ont été bouffés par les râteaux-pieds, j'ai pas arrosé, hein, donc toute cette partie-là n'a pas été arrosée. Ne vous laissez pas tromper si jamais elle apparaît à l'écran par une conduite de goutte à goutte qui traîne, elle n'a jamais été raccordée. Un persil tubéreux, lui aussi censé attirer les râteaux-pieds, il y a de la circulation, mais ils ne s'y sont pas pris encore à ce persil. Quelques choux dont l'un ou l'autre devrait quand même produire quelque chose. Choux de Bruxelles là-bas devant, un médiocre, un moyen. Choux cales un peu pâles dans leur aspect, hein, puisque donc, regardez les couleurs, signe évident de manque d'azote. Tiens, quelques aleraudes, ces petites mouches blanches là qui s'incrustent dans les pliures, là, qui cherchent l'obscurité dans les pliures du chou cale, qui en est truffé du coup. On va voir qui c'est qui va s'occuper de tout ça. Donc couleur vert pâle, signe d'un manque d'azote, par exemple celui-là c'est tout à fait typique. Manque d'azote, manque de nitrate très exactement, hein. Les choux sont des plantes assez exigeantes en nitrate qui ne mycorhizent pas, donc ils ont perdu les gènes et l'aptitude à former des mycorhizes avec des champignons mycorhiziens, donc ils n'ont pas ce soutien par les champignons du sol, et surtout donc grande sécheresse qui fait que ce foin sur lequel je marche est toujours là en couche épaisse, tout simplement parce que les bactéries ne travaillent pas ou très peu. Tout le monde sait que si un steak haché est très vite ravagé par les bactéries et devient sous quelques jours absolument inconsommable, un saucisson sec peut se conserver très très longtemps. Il rancit parce que les graisses s'oxydent,
mais la viande, les protéines ne sont pas attaquées du tout. Même chose ici, donc vous imaginez que mon foin était une nourriture riche de type steak haché, mais comme il reste sec, eh ben, c'est du saucisson sec, et du coup, mes légumes qui sont les mangeurs de ce saucisson sec sont un peu chétifs. Mais pour eux, je ne m'inquiète pas, ils vont passer l'hiver sans aucun problème. Très prochainement, parce que la pluie finira par arriver, j'en suis absolument certain. Et donc le sol sera encore chaud, le foin sera là, la nitrification va littéralement exploser et ces choucals vont littéralement devenir dingues parce que shooter au nitrate et pousser. Là-dessus, j'ai aucun doute. J'ai là-bas quelques autres choux paumés. Je crois que c'est du Quintal d'Alsace, celui qu'on utilise normalement pour faire des choucroutes, mais chétif comme il est, je ne suis pas du tout sûr qu'il y aura de la choucroute cette année. On va peut-être se contenter de, je ne sais pas quoi d'ailleurs, rutabaga, mais j'en ai pas cultivé. Des céleris là-bas aussi, qui sont un tout petit peu, enfin très très inégaux, certains bouffés. Comme pour tous les autres que je vous ai montrés, je compte sur l'arrivée de la pluie et de la nitrification tardive. Les casseilles, hein, donc hybrides créés entre le cassissier et les groseilliers, qui ont énormément produit, qui deviennent gigantesques là. Alors je ne peux pas consommer tous ces casseilles, par contre ça fera du bois à broyer pour alimenter mon système ligneux. Et puis là, situé côté nord, ça fait un peu un abri. Et comme vous le voyez, de l'autre côté, là, il y a un peu de ronces, un peu de friches. Donc, ça contient mes friches là-bas, même si de temps en temps, en regardant bien, on peut voir, non, on n'en voit pas, mais de temps en temps, il y en a une ortie qui traverse tout ça, ou un liseron des haies qui essaye d'escalader tout ça. J'en ai eu jusqu'en haut du frêne là-bas, pour vous dire à quel point le liseron des haies, hein, qui n'est pas le même que le liseron champêtre, peut être gigantesque. Ce qu'on appelle parfois le grand liseron et puis l'autre le petit. Allez, un petit coup de griffe pour tous ceux qui ne cessent de répéter de façon tout à fait péremptoire que si le sol n'est pas meuble, rien ne pousse. Donc je vais vous présenter ces navets non arrosés, chétifs, énormément piqués par les altises, semés dans ce qui était l'allée par laquelle je circulais ce printemps quand j'ai installé ici, repiqué ici les oignons, repiqué ici les céleris, etc. Et donc là, est-ce que c'était en juin quelque part? J'ai juste fait un petit grattage superficiel dans cette allée. Et j'ai jeté mes graines de navets. Ces navets ont très bien poussé, ils ne sont pas gigantesques parce qu'ils font la gueule, hein, ils ont soif, mais ces navets se développent tout à fait sans problème majeur dans un sol qui non seulement n'a jamais été travaillé, mais qui en plus a été sérieusement piétiné. J'arrache une ou deux adventices là, dont je ne souhaite pas qu'elles prennent le dessus. Et donc, qu'on va mettre ici en nourriture pour les animaux. Ça, j'emmènerai dans la cuisine. D'autres adventices comme cette Véronique de Perse est tout à fait le bienvenu. Elle fait une excellente couverture du sol. Des oignons repiqués dans une parcelle d'ail qui a été un échec. Les oignons ne sont pas non plus faramineux, plantés très très tard. C'était une terrine, j'ai peut-être repiqué là-dedans au mois de juin, non arrosée, pas le top. On va encore laisser un peu parce que pour l'instant, contrairement aux autres qu'on a vus en haut, ceux-là ne se couchent pas. Donc ça veut dire qu'ils ne considèrent pas encore qu'ils sont mûrs et ils ont peut-être encore du potentiel de croissance. Il commence à faire sérieusement lourd. Vous voyez, je dégouline juste à parler.
Oui, vous racontez des histoires, c'est un effort considérable pour un cardiaque, donc il le met en nage. Et donc, si la pluie vient, peut-être même que ces oignons-là encore vont continuer à se développer. Alors ici, donc, ce qui était la parcelle dans laquelle a raté l'essai que j'avais fait de culture sous couvert vivant. Donc, le fenouil est monté en graines, essentiellement parce qu'on ne l'a pas récolté assez vite. On n'a pas été là à un moment donné, pas très attentif. Donc ça va produire 10 000 fois plus de graines que j'en aurais besoin pendant un siècle. Mais ce n'est pas grave parce que ces fleurs, donc, qui sont des ombelles, hein, des ombellifères, sont extrêmement attractives pour un certain nombre d'insectes butineurs, j'en perds l'équilibre, un certain nombre d'insectes butineurs qui s'intéressent à ces petites fleurs. Donc il faut toujours avoir là par exemple un cirfe, qui est donc cette espèce de mouche déguisée en guêpe, qui est un auxiliaire extrêmement utile dans un potager, puisque les cirfes contribuent à réguler les populations de pucerons. Et il y a surtout beaucoup de microbutineurs que je ne connais pas, mais dont j'estime qu'ils ont leur place dans mon potager. Il y a là une très très belle chenille aussi. Ça doit être un papillon, un paon. Et oh, dommage que je n'avais pas un gros plan. À l'instant même, elle vient de se faire attaquer par une guêpe. Alors la guêpe a dû se rendre compte quand même que la chenille qui est grande comme ça, elle était un peu petite pour l'embarquer. Mais c'était un signe de l'agressivité des guêpes par rapport aux chenilles et du rôle extrêmement utile qu'elles jouent dans le système. Là, il faut au moins un super frelon, je parle des hélicoptères de l'armée, pour dégommer cette chenille. Les petites guêpes là ne vont pas y arriver. Bref, rangée de haricots. Donc cette partie-là a été arrosée, hein. Donc là, les conduites que vous voyez peut-être ont été actives parce que donc là, j'ai fait des semis en juin, peut-être juillet. Donc des haricots qui sont bons à être récoltés. Il va falloir que je m'y colle tout à l'heure. Des betteraves rouges qui sont tout à fait honorables, qui pourraient être mangées. Et ici, donc, un de ces nombreux semis de carottes un peu plus tardifs. Il va falloir que j'enlève les radis qui, eux, sont beaucoup trop vieux et commencent à être ligneux, que j'avais mis en sous-couche et en ombrage. Donc, je vais dégager maintenant, histoire de faire de la place pour que ces carottes profitent des prochaines pluies qui, j'en suis sûr, vont arriver. Elles vont arriver, ces pluies, c'est obligé, hein. Enfin, je pense qu'on aura des pluies au moins avant Noël, sinon j'écris au Père Noël pour qu'il ramène des pluies, hein. Il ne faut pas déconner quand même. Donc voilà, ces carottes-là, semées en terre nue, hein, donc, puisque tout ça a été nettoyé grossièrement en arrachant à la main, ce qui explique le développement absolument important d'adventice, hein, puisqu'il n'y a pas de couverture de foin ici. Ces carottes-là se sont développées tout à fait naturellement, ce qui contribue à troubler ma réflexion sur pourquoi les carottes ne poussent pas sous couvert de foin. Je n'ai toujours pas la réponse et ce n'est pas aujourd'hui ici que je vais la trouver. J'en profite pour enlever un peu ces radis qui sont devenus beaucoup trop gros, sans intérêt ici. Enfin, ça ne me gêne pas, sauf que là, ils étouffent mes carottes. Allez, on continue. Alors ici, c'est la planche où avaient été cultivées les pommes de terre. Une petite récolte ici l'autre jour, parce qu'on en a mangé, j'avais des invités, etc. Le reste, il est extrêmement urgent de les récolter puisque donc les plants sont parfaitement secs, hein, cassants même, et que je ne suis pas à l'abri des râteaux-pieds, hein, puisque c'est là-bas que j'en avais piégé un. Cependant, sur ce petit coin-là que j'ai récolté, bonne surprise, alors qu'il y avait du trafic,
puisque j'ai vu des galeries, j'ai essayé de piéger à certains moments, j'ai perdu 1 ou 2 pieds. Globalement, il semblerait que la petite dose de ricin de tourteau que j'avais apportée a été efficace. Il semblerait que si les râteaux-pieds, pour passer d'ici à là-bas, passent dans la parcelle en dessous, l'odeur du ricin, dont je rappelle que c'est une plante extrêmement toxique, a dû leur dire un tout petit peu, oula, il y a quelque chose de toxique, et puis comme je ne sais pas trop bien qu'est-ce qui est toxique, n'y touchons pas. Ou la maman a dit à ses enfants, n'y touchez pas, c'est dangereux par là-bas. Ou quelque chose du genre, mais en tout cas, a priori, à confirmer quand j'aurai fini la récolte de l'ensemble de la planche, a priori, ce saupoudrage de ricin, je crois que j'ai mis 1 kilo à peu près sur cette planche. J'avais un carton de 3 kilos, donc j'ai dû en mettre 1,5 et 1,5 là-bas. Donc a été efficace. À confirmer, mais ça rejoindrait là, sur ce plan-là, ce que disent un certain nombre d'autres youtubeurs qui parlent de ça et du succès qu'ils ont obtenu. Vous savez, vous connaissez ma méfiance de tout ce qui se dit et s'écrit sur Internet. Donc j'ai voulu vérifier et je pense qu'il y a là une perspective intéressante. Voilà, là par exemple, je tombe sur une galerie. Je voulais creuser pour m'en assurer. Donc là, je tombe sur une galerie. Donc ils sont là, mais ils semblent ne pas avoir apprécié ou avoir pris le risque de grignoter. Derrière moi, donc, le fameux tunnel à tomates. Pour l'instant, alors il y a quelques pieds qui sont pas très, comment dire, pas très fortiches, mais globalement, la production est importante. Là, j'ai arrosé, évidemment, puisque c'est couvert. J'ai à 2 reprises laissé couler la conduite, donc à partir de la citerne, et j'ai apporté de l'eau. Sur le côté, melon, concombre, céleri, etc. sont bien installés et continuent un tout petit peu de se développer. Donc, mais il y a aussi des pieds qui ont quelques feuilles qui sont sèches vers le bas. Donc je continue d'observer attentivement avant de conclure de façon trop péremptoire. Production, pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur de la production, hier on a, avec mon épouse, monté une bassine à linge, donc une grosse bassine pleine de tomates, et c'est à peu près ce qu'on récolte tous les 2 ou 3 jours. Chantier, coulis de tomates, etc. Le potager du paresseux, c'est des fois dans la cuisine que c'est le plus chiant. Là, je n'ai pas trouvé de système transat, chaise longue, et ça finit tout cuit, tout seul dans les bocaux. Bon, on va accélérer un peu, j'ai très très faim, il doit être 13h, voire 13h15. Je ne vais pas tomber dans les pommes ici. Devant vous, là, des essais de chicorée non arrosés. Donc, chicorée pour produire ce qu'on appelle les chicons, les endives, en hiver par forçage. Donc, pour la première fois cette année, j'en ai cultivé de ces chicorées dites Wittlauf, du nom belge qu'elles ont. Des betteraves rouges qui ont pas mal donné, sur lesquelles on récolte. Et ici devant moi, cette plaque verte, là, alors là, pas arrosée, là on a arrosé à la paume, on va dire, parce que donc c'est un semis pour lequel j'ai dégagé le foin et semis en terre nue avec donc à la volée, sans ligne. Et donc effectivement, ce qui est prévu arriva. Un certain nombre d'adventistes, ici un beau kénopode, ici un laitron, là-bas des laitrons, ici des rumex. Donc c'est ici de la digitaire, dont je vais me débarrasser parce que c'est une belle saloperie, et même un pied de tomate là qui se conduit donc
Donc je vais trier tout ça et une fois encore, en sol nu, la carotte est très bien sortie alors que des essais au même endroit dans des sillons à la sortie du printemps n'ont pas donné grand-chose. Donc je continue de réfléchir, d'essayer de trouver une solution à cette problématique. Ici, quelques pieds de tomates spontanés, hein, donc celles-là n'ont pas été semées, ni installées, ni taillées, ni mises au fil, ni rien. Ça fait donc partie de mes témoins pour voir ce que ça donne. Alors malheureusement, ce sont des tomates cerises, parmi les plus résistantes et parmi les plus comment dire, faciles, très voisines des tomates sauvages. Donc ce ne sont pas véritablement de bons témoins. Si elles n'ont pas de mildiou, c'est pas nécessairement, ça n'aurait pas nécessairement été le cas d'autres variétés plus sensibles. Voilà, toujours du liseron, hein, donc de temps en temps quand je passe par là et pendant que je papote, eh ben, j'en profite pour arracher ce liseron, histoire toujours de le contenir. Voilà. Là-bas, donc l'oignon, la récolte a été tout à fait correcte. Les échalotes, donc récoltées plus tôt, qui ont visiblement souffert des fortes pluies du mois de mai et qui cette année sont beaucoup moins belles, même si j'ai rempli 2 cagettes. À droite ici, il y avait l'ail. L'ail a été très tôt atteint de rouille. Et pareil, n'a pas généré une très grosse production, même si on ne va pas mourir de faim cet hiver. Je suis en train de récolter les différentes sortes de graines d'oignons qui ont germé là-haut. Et c'est là qu'on voit qu'on n'est jamais assez organisé pour la production de graines. Je désespère maintenant d'identifier les espèces, les variétés à ce stade. Et c'est le bordel. Voilà, soyons clairs, c'est le bordel. Mais à la limite, je m'en fous du nom que je mette dessus. Je récupère les graines et puis je verrai bien ce que ça donne. Et ce qui donne rien ou ce qui donne des trucs ridicules, je vais balancer. On est un peu mieux organisé pour les tomates. Là, on a des étiquettes, on récupère à peu près le nom de tout, même s'il y a quelques erreurs d'étiquetage. Et avec le cahier, là, je ne crois pas qu'il soit dans l'image, mais je vais vous le filmer. On note chaque fois nos commentaires productifs, pas productifs, chétifs, bonnes, sensibles, enfin, etc. Ce qui nous passe par la tête, histoire d'avoir une certaine traçabilité. Alors on ne va pas rater ici au passage ce pied de courgette jaune qui lui résiste encore un peu au milieu, à l'oïdium, pardon, et qui produit encore quelques courgettes. Il a cessé de produire, hein, si vous comptez toutes les cicatrices, vous pouvez imaginer tout ce qu'on a récolté sur ce pied durant cette saison. Et pour finir donc ici en haut et en beauté, le châssis avec un seul pied de melon qui n'a cessé de produire, qui produit encore, hein, qui est encore relativement intact, ce qui fait que je pense que l'un ou l'autre plus petit melon va finir sa croissance. On s'est vraiment régalé, question goût, question arôme. On a eu des produits que j'ai jamais connus ainsi dans ma vie. Vous apprécierez ces tournesols, donc, dont je rappelle qu'ils sont dans le jardin du hérisson, c'est-à-dire que c'est là où j'essaye de cultiver des plantes qui attirent les limaces dans l'espoir que ces limaces attirent un hérisson qui s'installerait ici. Pour l'instant, j'ai encore des déconvenus. Et ce champ de différents cucurbitacées, ici des butternuts, des potirons, une sorte de, je ne sais pas trop, de potimarron, et puis encore autre chose là-bas. Je rappelle que c'était encore de la prairie au mois de juin, qu'on a planté ces pieds en faisant un trou dans la prairie, et qu'ensuite on a entouré tout ça
avec du foin. C'est aussi l'endroit où actuellement nous balançons les déchets organiques issus de la cuisine. Ces pieds plantés un peu plus tard sont pour l'instant pas trop attaqués par le yum. Il y en a un là-bas qui l'est beaucoup plus. Les autres ont des petites taches, mais sont encore en croissance. Donc voilà, et arrivent donc les nouvelles balles de foin qu'on va stocker ici pour un usage ultérieur, puisque je n'ai plus de nouvelles zones à conquérir. On va d'abord essayer d'installer les adventices, éventuellement des engrais verts pour absorber les nitrates qui vont se former à l'automne, avant de dérouler ça quelque part en janvier ou février pour préparer la nouvelle saison. Il fait lourd, le vent est là, j'espère qu'il va pleuvoir, sinon il va falloir que j'arrose au moins mes carnivores là qui vont se dessécher sur pied, puisque les carnivores sont des plantes des tourbières, donc ont toujours les pieds dans l'eau, et c'est donc une plante extrêmement sensible au dessèchement. Sur ce, je vous laisse. Ah oui, vous pouvez peut-être regarder les plaques de semis là-bas avec des oignons rocambole que j'ai repiqués dans ces plaques et qui sont maintenant prêts à être replantés. Allez, à une prochaine. Alors, un post-scriptum qui, cette fois-ci, est bien à la fin. Alors, malgré le ciel orageux ce jour-là, il ne pleuvra pas. Il pleuvra un peu, une douzaine de millimètres mi-septembre, et puis de nouveau plus rien jusqu'à avant-hier, 27 octobre, où on a eu environ 5 millimètres. Alors cette année particulière rappellera le rôle absolument fondamental de l'eau. L'eau comme élément du vivant, donc l'eau d'abord nécessaire aux organismes du sol pour continuer de vivre et pour ne pas se mettre en vie ralentie, avant même d'être indispensable aux plantes. Pour avoir travaillé dans des milieux sahéliens, j'aurais dû être un tout petit peu plus clairvoyant.